assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. C'est la police, s'il vous plaît. Monsieur Fourniret s'expliquera. Au sommaire de cette édition, meurtre à la papeterie. Dans l'est de la France, un employé tue son patron de 14 coups de couteau. Il a dit « je l'assassinerai », il l'a fait. Le gourou n'arrêtait pas de me harceler sans arrêt, il n'a eu que ce qu'il méritait. L'assassin était-il paranoïaque ou victime de harcèlement moral? Le portrait de la semaine, Gérard Chemla. Modeste, effacé, travailleur, il est l'avocat vedette du procès Fourniret. On va voir ça tout à l'heure. Vous me laissez rentrer, je ressortirai. Promis. Défenseur d'une partie des victimes du tueur en série, il va plaider contre la barbarie et accompagner les familles pendant toute la durée du procès. Ces gens-là ont besoin d'aborder le procès en confiance. Et la confiance, elle passe par le contact qu'on a mis en place. Notre reportage avec la brigade des fugitifs à Marseille. Allez, on ouvre là, c'est la police. Ces policiers sont chargés de traquer les condamnés qui n'accomplissent pas leur peine. Et ils sont nombreux. En France, plus de 30% des personnes condamnées à la prison ne sont jamais incarcérées. Celui qui a fait le con, c'est toi, c'est pas nous. Tu es bien d'accord aussi? Qu'on sache bien de qui on parle là? Je vais t'expliquer. Pour commencer, meurtre à la papeterie. L'assassin est-il paranoïaque ou victime de harcèlement? J'ai pas compris ces appels au secours, comme personne n'a compris. Maintenant, je me dis, si je lui avais dit de quitter cette papeterie, il n'en serait peut-être pas là. Le fils d'Eliane, Laurent Monti, a été condamné à 25 ans de prison pour avoir tué son patron de 14 coups de couteau. Il a fait appel de son jugement. L'audience doit avoir lieu dans quelques jours. Les faits se sont déroulés à Mandeure, une petite ville ouvrière dans l'est de la France. C'est dans cette papeterie qu'a été commis en mai 2004 un meurtre qui a bouleversé toute la région. La victime, Gérard de Neubourg, le directeur de la papeterie. Gérard de Neubourg était arrivé quelques années plus tôt pour redresser l'entreprise. La papeterie était alors en difficulté. Au bout de quelques années, il la transforme. La production double, le personnel aussi. Il passe de 65 à 125 employés. Laurent Monti travaille dans la papeterie depuis 8 ans. Mais depuis quelque temps, son comportement étonne. Tout le monde le remarque, même son oncle Bernard. Bon, c'était quelqu'un qui était assez solitaire, mais il s'est encore plus isolé. On sentait qu'il était à cran, qu'il se plaignait, donc il s'est plaint à un certain nombre de personnes qu'on le harcelait, que ça n'allait plus, qu'on lui reprochait des tas de choses, des broutilles, qu'on lui disait qu'on lui envoyait des lettres recommandées, par exemple, pour des motifs futiles. Monti méritait-il ces lettres recommandées? À l'époque, il travaille comme cariste sous les ordres de cette femme, Rachel Jacquin. Elle est contremaître. Monsieur Monti était un employé qui faisait beaucoup d'erreurs, niveau sécurité surtout. C'est-à-dire, quand il prenait une bobine, ça arrivait souvent qu'il les fasse tomber. Il détestait qu'on lui donne des ordres. Voilà, il détestait ça. Il voulait en faire qu'à sa tête, en fait. Comme j'étais une femme, c'était très difficile à me faire obéir. Et il avait beaucoup de difficultés avec les autres caristes également. Il s'entendait avec personne ici, quoi. Mais alors personne. Donc il y a eu des lettres, pas de licenciement, des lettres de convocation, pour s'expliquer quand même. Ça lui a vraiment pas plu, quoi. En 1 an et demi, Laurent Monti reçoit 7 lettres d'avertissement. Dans ces fameuses lettres recommandées, la direction lui reproche une lenteur excessive, accompagnée de tensions vives, d'avoir jeté dans le Doubs des déchets de nettoyage et d'avoir endommagé un poteau à l'intérieur des bâtiments. Des reproches qu'il avait du mal à admettre
et qu'il vivait comme du harcèlement moral. La réception récurrente de ces courriers a pour lui été véritablement vécue comme une forme d'agression. Le fait d'avoir ainsi, de manière répétée, des courriers d'avertissement pour dénoncer son attitude, ses agissements, sans vraiment pouvoir d'ailleurs dialoguer. C'est-à-dire qu'il reçoit ça chez lui, il en prend connaissance, c'est une gifle. D'ailleurs, sa petite amie de l'époque témoigne de son désarroi. Il a commencé, écrit-elle, à perdre le sommeil. Il avait au-dessus de la tête l'épée de Damoclès du licenciement. Il se fait prescrire un arrêt de travail par un médecin. Mais au sein de l'entreprise, certains ne croient pas à la thèse du harcèlement moral. Le harcèlement moral que M. Monti a dit qu'il avait subi, c'était dans sa tête. Il n'a pas subi de harcèlement moral, c'est pas vrai. Il n'y avait aucun harcèlement moral. Écoutez, le dossier est rempli de témoignages qui disent l'inverse de ce que dit M. Monti. Ça aurait pu être l'inverse. Il aurait pu y avoir 10 000 personnes qui disent M. Denebourg était un type épouvantable, cruel. Il y a des patrons cruels, il y a des patrons très durs, il y a des patrons infâmes. Ça peut arriver, mais il se trouve que non. Il se trouve que M. Denebourg était un type formidable, un grand professionnel, quelqu'un proche de ses employés. Les collaborateurs disent que le climat était bon dans l'entreprise. Donc, M. Monti, il est complètement à l'envers de la réalité sociale du monde de l'entreprise qui était celle de cette papeterie à l'époque. En général, un employé, s'il est incompétent, on lui fait un avertissement, 2 avertissements, après on le licencie. Alors que là, ce qui est quand même assez rare dans une entreprise, on lui fait 7 courriers d'avertissement, sans le licencier. Donc soit c'est justifié, et je ne comprends pas qu'on arrive à 7 courriers d'avertissement, et à autant de problèmes, 2 suffisaient, soit c'est que c'était pas assez justifié. On ne peut quand même pas faire reproche à M. Denebourg d'être un patron humain. Il y a des patrons qui préfèrent envoyer plusieurs avertissements avec l'espoir que les gens reviennent à des comportements raisonnables, et d'autres qui se précipitent pour se débarrasser de leurs salariés. C'est quand même paradoxal de lui faire reproche d'avoir laissé toutes ses chances à M. Monti, qui manifestement ne les a pas prises. Alors Laurent Monti, victime de harcèlement moral ou employé paranoïaque? Un nouveau rebondissement va relancer l'affaire. Dans une lettre anonyme, un ancien employé dénonce le climat au sein de l'entreprise. Cet ex-employé de la papeterie, lui, a subi du harcèlement moral, qu'il n'est pas le seul à l'avoir subi, mais surtout ce qui est important, parce que pour rester sur le procès de M. Monti, c'est qu'il dit aussi que ça s'est appliqué au cas de M. Monti. Il le dit par cette formule: sur un plan humain, les dégâts sont terribles, la misère sociale et le harcèlement ont conduit M. Monti à réagir aussi violemment. Laurent Monti vit très mal ses nombreux courriers et devient de plus en plus agressif vis-à-vis de son patron et des autres cadres de la papeterie. Finalement, en décembre 2003, il démissionne. Rachel Jacquin se souvient très bien de son dernier jour dans l'entreprise. Monsieur Monti est venu avant vers moi pour me dire « je démissionne ». Je n'y vais pas, je démissionne. Et c'est là qu'il a commencé à proférer des menaces de mort, Monsieur Monti, à Monsieur Denebourg. Et ce jour-là, je me souviens que j'ai dit à Monsieur Denebourg « faites attention, il vient vers vous et j'ai peur ». Voilà. Laurent Monti profère donc des menaces de mort à l'encontre de Gérard Denebourg. Puis il disparaît. Pendant plus de 6 mois, personne n'aura de ses nouvelles. Il s'enferme chez lui, on le dit dépressif. Sa famille s'inquiète. Il m'a parlé plusieurs fois qu'il avait l'intention de se suicider. J'ai essayé de l'en dissuader, évidemment, en lui disant que c'était pas normal qu'à son âge, on parle de ça. On sentait bien qu'il était très mal, et c'est vrai qu'on se disait qu'il allait se suicider. C'est ça qu'on a toujours craint. Qui tue son patron ou qui tue quelqu'un d'autre, c'était complètement, c'est impensable. Après 6 mois passés loin de la papeterie, Laurent Monti y revient discrètement.
Nous sommes le 14 mai 2004. Il est 6 h du matin. Comme à son habitude, Gérard de Neubourg s'est levé tôt. Il fait le tour de l'usine pour aller saluer le personnel et vérifier que tout est en ordre. Dans l'ombre, Laurent Monti se cache. L'ex-employé longe les rouleaux de pâte à papier et bondit sur le patron. Il l'a agressé, il lui a donné un certain nombre de coups de couteau, il s'est éloigné, et puis il est revenu l'achever. Il est vraiment venu l'achever, comme on achève un animal blessé. Monti signe son crime en laissant sur place le couteau et une disquette. Sur celle-ci, un message audio destiné au patron. Avec Malpart, le harcèlement moral, ça a marché, pas avec moi. Malpart est un ancien employé de la papeterie, licencié en 1999. Puis Laurent Monti prend la fuite à bicyclette et se dirige vers la forêt voisine. Pas de témoins. À ce moment-là, personne ne sait qui est l'assassin. 2 heures plus tard, Rachel Jacquin vient prendre son service. Moi, je suis arrivée à 8 h moins le quart, je pense, et comme j'habite par là-bas, j'ai vu donc les gendarmes et les pompiers. Et le corps de M. de Neubourg était ici, enveloppé, quoi. Et j'ai tout de suite pensé à Monti. Monti roule pendant 20 km. Puis il abandonne son vélo et continue à pied à travers la forêt. Il avale des tranquillisants et fait une tentative de suicide. Il s'ouvre les veines du poignet avec un cutter. Il se perd dans la forêt. En fin de journée, il atteint le village de Montécheroux. Un témoin appelle la police qui vient l'arrêter. Avant de passer à l'acte, Laurent Monti avait enregistré un message audio pour expliquer son geste. Un message dans lequel il ne prononce pas le nom de Gérard de Neubourg, qu'il surnomme le Gros. Il poste ce message. Sa mère le recevra 2 jours après le drame. Si tu reçois ce disque, c'est que ça s'est passé comme je le voulais. Le Gros n'arrêtait pas de me harceler, il m'envoyait des lettres sans arrêt et il n'a eu que ce qu'il méritait. Le harcèlement, il connaît, il avait déjà fait pareil avec Malpart, mon ancien chef, qui a viré après lui avoir fait subir le même genre de traitement qu'à moi. Autrement, si j'ai décidé d'en finir comme ça, c'est que je ne veux pas qu'on me retrouve. Puis les enterrements, ça m'a toujours fait chier. Alors je veux pas que vous alliez à mon enterrement, donc je me suis arrangé qu'on me retrouve pas. Voilà, c'est tout. Ok. Il avait vraiment plus sa tête parce que même pas dire au revoir à la famille, rien. Aujourd'hui, les 2 familles sont brisées. Quatre ans après le drame, Eliane souffre comme au premier jour. Et pour la famille de Neubourg, le souvenir du meurtre est toujours douloureux. On a perdu des gens autour de nous, mais pas comme ça. Personne n'est préparé à ça. Quand vous entendez au téléphone, vous êtes dans la rue, vous entendez votre belle-sœur qui vous dit Gérard a été agressé. Bon, il a été agressé déjà, et il est mort. C'est affreux. C'est pas un crime de pulsion. C'est un crime 6 mois avant, préparé pendant 6 mois. Il a dit je l'assassinerai, il l'a fait. Mais Laurent Monti prétendra plus tard qu'il n'a pas voulu tuer M. de Neubourg, mais simplement le corriger. Il n'a pas voulu tuer, ça c'est clair. Pour nous, il n'a pas voulu tuer. Il avait la volonté de se laver des humiliations qu'il avait subies. Ça c'est sûr. Et puis ça a mal tourné, ça a dégénéré. Mais dans ce cas, comment expliquer le nombre de coups portés, 14, et l'acharnement du meurtrier? Il y a un des coups de couteau qui a été porté. Pour pouvoir porter ce coup de couteau, vous, par exemple, moi, lui, on est incapable de le porter. Il faut rentrer la main dans le corps avec le couteau pour arriver à l'endroit où il est arrivé avec le couteau. C'est-à-dire qu'il faut une violence extrême. Mais pour l'avocat de Monti, un autre élément montrerait clairement que son client n'avait pas l'intention de tuer, c'est le choix de l'arme. Monsieur Monti est quelqu'un qui fait partie d'un club de tir, qui a donc une expérience des armes à feu, qui a à son domicile un 44 Magnum. Il aurait pu, s'il avait eu clairement l'intention de supprimer sa victime, prendre l'arme la plus létale qui puisse être, un 44 Magnum, alors que plutôt que de se tourner vers cette arme, vers ce 44 Magnum, il va faire le choix de prendre un couteau qu'il va utiliser pour commettre ses violences.
Jugé en juin 2006, Laurent Monti est depuis derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable d'assassinat et condamné à 25 ans d'incarcération. À l'époque, la Cour n'a retenu aucune circonstance atténuante. Laurent Monti a décidé de faire appel de ce jugement. C'est le 19 mars que débute à Colmar le second procès de Laurent Monti. Cette fois, la Cour va examiner s'il a été ou non victime de harcèlement moral. Sa peine sera-t-elle réduite? C'est tout l'enjeu de ce procès. On veut qu'il y ait un petit peu de justice et que les conditions dans lesquelles ça s'est passé soient mises à jour. Et que le harcèlement, parce qu'il y a eu du harcèlement, ça, maintenant c'est indéniable, que le harcèlement soit pris en compte. Ce qu'il a fait reste la même chose. Il a fait ça il y a 3 ans. Ça reste aussi grave aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas condamné lourdement. Pour la famille de Laurent Monti et pour celle de Gérard de Neubourg, l'audience qui va s'ouvrir s'annonce comme une nouvelle épreuve. Qu'est-ce que vous ressentez là? Beaucoup de stress, une grosse angoisse, la peur que ça se passe aussi mal que la première fois. Puis un peu d'espoir quand même, d'espoir que les langues qui se sont déliées, des gens qui nous ont appelés, qui nous ont dit certaines choses, qui ont écrit même, viennent. Le plus dur, c'est d'avoir encore l'assassin devant nous pendant 2 jours. J'espère que, par contre, la condamnation ne sera pas allégée. C'est un peu ce qu'on redoute un peu tous. Dans le box des accusés, Laurent Monti, condamné à 25 ans de prison il y a 2 ans, il espère que cette fois-ci sa peine sera réduite. Dans la salle, les 2 familles s'ignorent. Elles n'ont pas un regard l'une pour l'autre. Le procès va durer 2 jours. Que diront les jurés? Au premier jour d'audience, Laurent Monti reconnaît les faits. Il reste calme et avoue. « J'étais en dépression, ça tournait dans ma tête cette histoire de vengeance. Je voulais qu'il paye avant d'aller me foutre en l'air. » Vient ensuite la question du harcèlement moral. Maître Pichoff présente la lettre de l'ancien employé qui dénonce le harcèlement dont aurait été victime Laurent Monti. La Cour refuse d'examiner cette lettre parce qu'elle est anonyme. Michel Malpart, licencié en 1999, est appelé lui aussi à la barre. C'est un témoin clé sur la question du harcèlement. C'est de lui dont Laurent Monti parlait sur la disquette laissée sur les lieux du crime. Avec Malpart, le harcèlement moral, ça a marché, pas avec moi. Moi, j'ai perçu M. de Neubourg comme quelqu'un de très, très directif, très autoritaire. S'il avait affaire à quelqu'un de faible, eh bien, il avait tendance à ne pas se rendre compte de la faiblesse de l'autre. Son témoignage va-t-il influencer les jurés? Le harcèlement sera-t-il reconnu comme une circonstance atténuante en faveur de Laurent Monti? L'accusé se précipite sur cette espèce de témoin selon lui providentiel pour y voir la preuve scientifique du harcèlement dont il a fait l'objet. Là, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Transformer le prétoire en une espèce d'épisode de la lutte des classes, c'est sûr qu'ici, on se rend compte que c'est une grande imposture. Oui. Laurent Monti est-il paranoïaque? La Cour a demandé son avis à un expert psychiatre. On l'a qualifié de petit paranoïaque. Alors les petits paranoïaques sont des gens qui ont un profil de personnalité particulier qui est fait d'un sentiment d'omnipotence, de toute puissance. Et ils sont méfiants aussi. Ils se méfient un petit peu des autres autour d'eux. Et souvent, ils ont une certaine difficulté à s'adapter socialement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réellement parmi les autres, ni avec les autres. Ils sont un peu en marge, précisément à cause de cette inadaptation sociale, d'où des problèmes relationnels en général importants, puisque les autres ne sont vécus que de façon persécutoire, d'une certaine manière, comme des menaces potentielles. Les jurés se sont retirés. Pour les familles, une longue attente commence. Moi, personnellement, je suis très inquiet parce qu'effectivement, le harcèlement, c'est très difficile à prouver. J'ai entendu des choses horribles sur mon fils. C'était vraiment pas lui. Son avocat
à essayer de lui redonner un peu d'humanité. J'espère que ça sera compris. La réalité des faits, la réalité de la personnalité de Laurent Monti, je crois, sont maintenant, j'imagine en tous les cas, très largement partagées entre tous les jurés. Allez, on y va. Nous attendons. Après 2 heures d'attente, le verdict tombe. À la question « Laurent Monti est-il coupable ?», les jurés répondent oui à l'unanimité. À la question « A-t-il prémédité son acte ?», ils répondent oui à l'unanimité. Ils condamnent donc Laurent Monti à 30 ans de prison, 5 ans de plus que lors de son premier procès. C'est la consternation, c'est tout. Consternation, consterné, horrifié. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Plus mal que je ne pense. La peine est importante, donc c'est ce qu'on souhaitait. D'après ce qu'on m'a dit, il est plutôt rare que des peines aussi importantes soient prononcées. Donc ça prouverait qu'il n'y a absolument aucun doute sur ce qu'il a fait, la volonté qu'il avait de le faire, la préméditation et la volonté de meurtre. La Cour n'a pas retenu la thèse du harcèlement moral. Elle n'a pas tenu compte non plus du fait que Laurent Monti n'avait pas de casier judiciaire. À la fin du procès, Laurent Monti ne juge pas utile de présenter ses excuses à la famille de Neubourg. Il dira juste quelques mots avant de retourner en prison. « J'ai loupé ce que j'avais l'intention de faire. Je l'ai tué et je me suis raté, alors que je voulais l'inverse. » Tout de suite, dans Fait divers le mag, la brigade des fugitifs à Marseille. Allez, on ouvre là, c'est la police. Ces policiers traquent les condamnés qui n'accomplissent pas leur peine de prison. Ils sont nombreux, plus de 37 000 en France. Et celui qui a fait le con, c'est toi, c'est pas nous. Voilà. Mais d'abord, Gérard Chemla, c'est l'avocat vedette du procès Fourniret. On va voir ça tout à l'heure. Vous me laissez rentrer, je ressortirai, promis. Défenseur d'une partie des victimes du tueur en série, il va affronter la barbarie et accompagner les familles pendant toute la durée du procès. « 8h du matin, Gérard Chemla commence sa journée. Avocat depuis 29 ans au barreau de Reims, il dirige l'un des plus gros cabinets de la région. Une quinzaine d'avocats travaillent pour lui. Mais dans chaque affaire, c'est lui qui monte en première ligne, qui s'implique personnellement. Je ne dis pas « nous avons perdu dans le dossier Dupont », je dis « j'ai perdu hein, ». C'est moi qui perds. C'est moi qui perds. Et donc, non, c'est une implication totale et complètement personnelle. Je ne pense pas que les avocats, d'une manière générale, aillent plaider un dossier comme on accomplit une formalité. Si vous prenez un dossier, vous le prenez pour le gagner. Gérard Chemla fait la une de l'actualité car il défend des familles de victimes de Michel Fourniret. Quelques jours avant le procès, il reçoit monsieur et madame Leroy qui ont perdu leur fille Fabienne il y a 20 ans. Elle a été violée et tuée par Michel Fourniret. Madame Tumpong est la mère de Manania, elle aussi violée et assassinée par le tueur en série. Je vous présente Maître Beyer. Alors, donc, Jocelyne Beyer est associée du cabinet. Asseyez-vous tous, je vais chercher l'échelle qui fait du pénal. Maître Meyer va assister Gérard Chemla pendant toute la durée du procès. Pour lui, cette réunion préparatoire est capitale. Les familles vont se retrouver en face de l'homme qui a tué leur enfant. Il veut les préparer à cette terrible épreuve. Ces gens-là ont besoin d'aborder le procès en confiance. Et la confiance, elle passe par le contact qu'on a mis en place. Je suis déjà là pour préparer. Vous savez, le pire, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait qu'à un moment, il se tourne vers moi avec un regard perdu en disant « Vous ne m'avez pas prévenu, vous ne m'avez pas dit ». Donc ça, moi, je n'y joue pas. Je fais ce qu'il y a à faire pour que l'audience ne soit jamais une surprise. Lui, il va nous faire tout ce qu'il pourra nous faire. Hein, Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il va venir, il ne va pas venir, il va faire des déclarations. Il a le droit de ne pas venir du tout ? Oui. Ouais. On s'en fout. Je veux dire, s'il ne veut pas de son procès, c'est son problème, c'est pas le nôtre.
Il va faire intéressant. Il n'y a que ça, il sait faire. Si ce type-là était normal, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Je peux demander, est-ce qu'on doit dire quelque chose avec lui? On doit demander, on peut parler avec lui un petit peu? Normalement, vous ne parlez pas avec lui. Non, pas avec lui, non. En principe, vous n'avez pas à lui parler. Parce que vous voudriez lui parler? Moi, j'aimerais bien. Et vous voudriez lui parler devant tout le monde? J'aimerais bien un mot. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je peux pas dire maintenant. J'aimerais bien devant lui, je dis juste un mot, c'est tout. Alors, vous avez le droit de parler devant lui. Oui. Et si vous vous retournez vers lui au moment où vous parlez, on vous en empêchera certainement pas. Ce que vous ne devez pas faire, s'il vous plaît, c'est le menacer. Non, pas menacer, gentiment. Si jamais on sent que vous débordez ou vous dérapez, on sera là pour vous dire d'arrêter. Je ne vous demande pas d'être lisse. Hein. Vous avez des gens où ça fait 20 ans que vous souffrez, qu'on vous a enlevé votre fille. La réunion avec les familles dure depuis plus de 2 heures. Mais Gérard Chemla veut prendre le temps de les écouter avant de partir au procès. On vous promet que vous serez très entourés. Hein, c'est-à-dire qu'on sera là, dans tous les cas, quand vous aurez à parler l'un et l'autre. Je ne dirais pas qu'on vous tiendra la main, mais on sera là. D'accord? S'il se passe le moindre dérapage, hein, on réagira. Et puis si vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à parler, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement que les choses se passent proprement et dignement. C'est vous qui êtes les victimes et c'est vous qui avez nécessairement envie d'être le plus méchant. C'est normal. Hein. Que vous ayez de la haine pour lui, on ne vous demande pas de l'aimer, quoi. Oui, je comprends, mais ça fait longtemps que j'ai envie de parler avec lui. Moi, j'ai envie de dire, j'avais envie de dire aussi devant tout le monde ce que je pensais de Monique Olivier. Mais pas en m'adressant à elle, mais en m'adressant à tout le monde. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais ça, je le ferai, parce qu'elle ne peut pas la rater, elle. Ce qui me gênerait, ce que je voudrais qu'on évite, oui, c'est des insultes, les trucs comme ça. C'est soit des insultes, soit demander à ce qu'on lui coupe la tête, c'est des choses que j'ai pas. Non, là, ça rapporte rien, ma fille, elle ne revient pas. Les familles des victimes connaissent Gérard Chemla depuis longtemps. Elles ne l'ont pas choisi par hasard. Il a toujours bien su expliquer devant les différents cours, etc., du juge, ce que l'on ressentait. Alors, on lui dit avant, un petit peu, ce que l'on ressent, et lui le traduit très très bien, quoi. Hein, oui. Il nous défend, c'est exactement ce qu'on pense, ce qu'il dit. Et puis il nous explique bien comment ça va se passer, le déroulement, parce que bon, sinon on est un petit peu naïf sur tout ça, on ne connaît pas tellement les procédures. Il nous met au courant, parce que sinon, tout seul, on est perdu. Hein. Les familles Leroy et Tumpong retrouveront leur avocat au moment du procès. Gérard Chemla n'en est pas à sa première grosse affaire. En 2003, il est au procès de Pierre Chanal, un autre tueur en série qui viole et assassine de jeunes soldats près de Mourmelon. En 2001, dans l'affaire AZF, une usine chimique qui explose à Toulouse. Et en 2004, dans le dossier du tsunami. À chaque fois, on le retrouve du côté des victimes. Alors Gérard Chemla est-il seulement le défenseur des victimes? Il se trouve que j'ai fait un chemin au fur et à mesure de ma carrière qui m'a amené, après l'affaire des disparus de Mourmelon, à être plus systématiquement du côté des victimes que du côté des accusés. Maintenant, je suis encore aujourd'hui du côté des accusés, et si demain un accusé me demande de le défendre, j'irai, sauf si j'estime que je suis mauvais, incapable ou incompétent pour le faire. Je ne veux pas devenir ni l'avocat des coupables, ni l'avocat des victimes, ni l'avocat des innocents. Je suis un avocat. Un avocat qui défend tous ceux qui font appel à lui, même les plus modestes. Après les victimes de Fourniret, il reçoit un couple de boulangers ruinés pour avoir vendu des boissons dans leur commerce. Il arrive des choses absolument abominables, puisque vous avez quand même un couple de gens qui a été ruiné, franchement sans raison. C'est clair que vous êtes les victimes de cette histoire-là. Oui. Ce sont des dossiers très compliqués, hein, et c'est, je dirais, une particularité que j'ai d'être un peu, de temps en temps, l'avocat des causes perdues. C'est-à-dire qu'on vient me voir quand on a tout essayé. Dans son cabinet, Gérard Chemla traite 3000 dossiers par an. Droit du travail, accident de la route, homicide. Son activité est très large. Il est 20h, mais la journée est loin d'être terminée. Comme chaque soir depuis un mois, Gérard Chemla se plonge dans le dossier Fourniret. Donc moi, ma manière de faire, c'est d'abord je classe, ensuite je lis, et petit à petit, les choses se mettent en place. Le problème, c'est le temps.
Vous savez, je suis un petit peu comme les étudiants qui passent l'oral. Je révise dans le couloir. Hein, donc je vais continuer à lire jusqu'au dernier instant, parce que c'est comme ça que je possède la matière. Une matière difficile. Le dossier Fourniret est jalonné de descriptions sordides. Comment faire pour supporter de telles horreurs ? C'est vrai que moi, ma démarche est toujours d'essayer d'évacuer ce qui est vraiment difficile pour m'en tenir à une vision objective des choses. On est dans l'horreur, on est dans l'inhumanité. Donc quand vous avez le traitement d'un enfant d'une manière inhumaine, c'est extrêmement difficile à... on se sent mal, quoi. On se sent mal. Depuis plus de 20 ans, Gérard Chemla se bat pour améliorer la lutte contre les tueurs en série. L'intérêt de traiter des affaires de tueurs en série, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre ce qui a fait qu'on a laissé pendant si longtemps quelqu'un agir et de comprendre comment on pourrait anticiper l'arrestation. Il est 21h. Après 13 heures passées sans interruption dans son cabinet, Gérard Chemla s'octroie une pause, un dîner avec ses amis. Mais même autour de la table, ses dossiers ne le quittent pas. Le pire, c'est pas tellement le temps que ça vous prend, c'est que le soir, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas ces dossiers au bureau quand on rentre à la maison, ils sont toujours présents dans votre tête. Et c'est pour ça que les amis, on leur en parle, parce qu'on est encore comme ça dans le combat qu'on n'a pas fini, dans l'excitation, dans l'échec, dans l'angoisse. Dans l'inquiétude, ouais, le stress, l'angoisse, Voilà, donc on en parle. Avant chaque plaidoirie, quand on demande à Gérard s'il sent bien le dossier, il est toujours très pessimiste. Même s'il a un dossier béton, même si tout est nickel et qu'il sait au fond de lui-même qu'il n'a rien à se reprocher, il est toujours très pessimiste en disant « oh, je sais pas, ça va être dur, etc. » Mon fils m'a dit un jour qu'il ne deviendrait pas avocat parce que pour la vie de famille, c'était pas un métier adapté, qu'on ne pouvait pas avoir une vie de famille complète en faisant ce métier. Donc je ne sais pas, c'est vrai que c'est prenant. Voilà, c'est prenant. Mardi dernier, c'est le jour J. Gérard Chemla part pour le tribunal de Charleville-Mézières. Le procès Fourniret s'ouvre le lendemain. C'est un des plus grands événements judiciaires de l'année. Pendant les 2 mois d'audience, il aura besoin de tous ses dossiers. Je suis très confiant et en même temps extrêmement angoissé, totalement stressé, comme si j'allais passer le bac. J'ai une relation à l'audience et à cette profession qui est une relation basée sur un stress. Je pense que c'est l'adrénaline. Il y a une pression parce que c'est un très grand procès qui commence, que tout est possible et qu'il faut être prêt à tout. Prêt à tout, y compris à répondre aux questions des journalistes présents sur place. Calmez-vous quand même, calmez-vous, vous en aurez d'autres. Attendez, je voudrais bien passer... Je reviendrai tout à l'heure. Oui, je repasserai tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Vous me laissez rentrer, je ressortirai. Avancez, monsieur, allez, avancez. C'est impressionnant. Je n'avais jamais vu une forêt pareille. Ça a l'air tellement organisé que ça en devient du délire. C'est extrêmement violent quand même. Plus de 400 journalistes sont accrédités pour ce procès. Des reporters venus de toute la France, de Belgique et de l'Europe entière. Gérard Chemla a rendez-vous avec les familles des victimes. Impossible de le suivre, les journalistes ne sont pas admis. Une manière de préserver les familles du tourbillon médiatique. 1 heure plus tard, l'avocat sort du tribunal pour accorder des interviews. Madame Dati avait annoncé la semaine dernière un accueil spécifique pour les familles pour ce procès. Qu'en est-il vraiment ? Voilà, c'est en cours. Elles sont inquiètes parce qu'il y a beaucoup de monde par l'importance du procès ou par vraiment le face-à-face ? Le face-à-face. Monsieur Fourniret s'expliquera quand le président lui donnera la parole. J'espère qu'il participera à son procès. S'il ne participe pas à son procès, tant pis pour lui, ce sera son choix. Pour l'avocat, la médiatisation des affaires est une nécessité. C'est bon ? Je pense qu'il est bon que certaines affaires prennent une dimension publique. Et je pense que des faits divers majeurs, lorsqu'ils deviennent publics, vont prendre une autre ampleur. Dans le travail qu'on fait sur les tueurs en série, si nous n'avions pas l'appui de l'opinion publique, nous n'avancerions pas.
Et c'est bien parce que nous sommes relayés par la presse qu'un certain nombre d'évidences vont rentrer dans le code pénal et dans la manière de voir des autorités. C'est grâce à la médiatisation de l'affaire Fourniret que le procès a lieu seulement 3 ans après l'arrestation du tueur en série. Un temps record pour la justice. Fin de journée à la cour d'assises, le procès s'ouvre demain. L'avocat sait que l'enjeu est énorme. On ne peut pas dire que 2 mois de procès, ça va être que des moments importants. Maintenant, d'être dans ce procès, ça ne peut pas être négligeable. C'est une étape importante. Il y a des procès qui rythment comme ça une carrière. C'est évident que ça va rythmer ma carrière. Rythmer sa carrière, mais aussi sa vie d'homme. Depuis 10 jours, le procès de Michel Fourniret a commencé. Mais Gérard Chemla va devoir attendre pour plaider. L'audience va durer 2 mois et c'est seulement la dernière semaine qu'il sera appelé à la barre. En attendant, il restera aux côtés des familles des victimes qu'il a promis de soutenir. Marseille, 7h du matin. La brigade des mandats et recherches est en pleine opération. On les appelle la brigade des fugitifs. Ils sont chargés de ramener les délinquants qui n'effectuent pas leur peine de prison. Des hommes condamnés par un tribunal, mais qui courent toujours. Ce matin-là, ils viennent chercher un homme condamné il y a quelques semaines à 2 mois de prison après une altercation avec la police. Et outrageage. Outrage. Un outrage. Et on n'était jamais venu le chercher pour violence. Alors je pense qu'il faut rester poli. D'après leurs informations, le fugitif vit tranquillement chez lui avec sa femme et ses 4 enfants. C'est la police, C'est la police, madame. Habillez-vous, habillez-vous. Oui, bonjour, habillez-vous. Merci beaucoup, madame. Mais le temps passe. À quoi le joue la dame, là? Madame, vous ouvrez, c'est la police, s'il vous plaît. Allez, ouvrez, madame. Mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, voilà, voilà. monsieur, bonjour. Monsieur Zbadir, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la police. L'histoire, elle est simple. Vous venez avec nous, vous voyez le procureur, il prend sa décision, vous lui expliquez votre situation et lui, il juge. On est bien d'accord? Voilà. Pour l'instant, nous, notre mission, c'est de vous ramener. Alors, on va le faire le plus gentiment possible. Vous vous habillez, vous venez. Parfait, monsieur. Allez, c'est comme ça qu'on l'entend. Non, il n'y a pas de menottes. Voilà. Il y a les enfants, il y a les bébés, on ne va pas mettre les menottes. Par contre, on reste avec vous. Voilà. Allez. Oui, on y va. Habillez-vous. Vous étiez à l'audience, monsieur? Le fugitif ne s'était même pas rendu à son procès. Pourtant, il avait reçu une convocation du parquet. Ma femme, quand elle a accouché le 14. Oui. Et ça s'est mal passé, j'ai failli perdre le petit. Et ça fait que j'avais la tête... j'ai carrément oublié le jugement. À ce stade de la procédure, théoriquement, l'homme ne peut plus échapper à la prison. À moins qu'il ait des circonstances atténuantes. Votre femme, elle n'a pas de problème de santé, non? Elle a une embolie pulmonaire. Elle a une embolie pulmonaire? Oui. Votre épouse? Oui, elle a une embolie pulmonaire. Non, mais ouais, c'est par rapport au petit qu'il a eu la césarienne et tout. C'est important pour moi. Le petit, il a failli mourir. Moi, je ne vous ai pas menti, j'ai rien à gagner. Mais c'est important de le dire, ça. Mon petit, il a failli mourir, ça a roulé le corps là. C'est important, on l'a opéré 2 fois, il a eu une brèche. L'opération s'est mal faite. Ils l'ont fait, le petit est resté plus longtemps que prévu à la couveuse, il a failli mourir. C'est important tout ça. Après, on ne parle pas de mon père qui est mort, de ma mère qui est à l'hôpital Nord. En ce moment, elle dialyse, ma mère. Elle est dans un lit d'hôpital, elle va crever. J'ai mon autre sœur qui est à Valence, elle dialyse, elle va crever. Et je viens de perdre une sœur du dialyse. Chez moi, ils sont plus morts que du dialyse. Mais ça, je ne le raconte pas. Je raconte mon histoire à moi. C'est le procureur qui va décider si le fugitif doit être écroué ou pas. Alors, sa situation personnelle, monsieur, il y a du nouveau là. On me dit que mon collègue qui est à côté, là, il est allé le voir, il dit que sa femme souffrirait d'une embolie pulmonaire. Bon, écoutez, on va débrouiller tout ça. Bien, monsieur, bonjour. Le procureur souhaite entendre le suspect. Pour Ali, c'est maintenant que tout se joue. Dans quelques minutes, il peut prendre la direction de la prison sans même repasser chez lui. Je vous ai fait venir, bon, la police est allée vous chercher et vous vous retrouvez ici.
je vous notifie la mise à exécution de la peine. Ceci étant, vous avez peut-être quelque chose à dire, non pas sur les faits qui vous sont reprochés, puisque l'heure n'est plus à en parler, mais je ne sais pas. Vous avez certainement un commentaire à faire, quelque chose à dire. Je vous dis très clairement, monsieur, vous risquez de partir au Beaumet, là, dans l'heure qui suit, pour l'exécution de la peine. Je ne peux pas me la faire en septembre, j'ai prévu de partir en vacances avec ma femme et ma famille. On n'est pas là pour dire si on choisit la prison ou les vacances. Hein. Non, ce que je veux dire, les vacances ne sont pas un motif. Non, mais je vous dis, j'ai 4 enfants occupés, ma femme est malade, ma mère est malade. Bon, alors, vous me dites, j'ai une situation familiale qui mérite considération. D'accord? Expliquez-moi concrètement en quoi le fait de vous incarcérer, puisque c'est de ça dont il est question aujourd'hui, va véritablement gêner la situation familiale. Je vous écoute. Je vous écoute. Je suis leur père. Non, mais vous êtes leur père, ça, je n'en disconviens pas, monsieur. Ma femme, il faut aller à l'hôpital, elle est malade aussi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une embolie pulmonaire. Elle est malade. Non, mais elle est malade. Quand est-ce qu'elle a eu cette embolie pulmonaire? Ça fait des années qu'elle a eu, monsieur. Des années? Oui. Attendez, si ça fait des années, je suis bien obligé de constater que ça ne vous a pas empêché, pendant toutes ces années où votre femme avait cette embolie pulmonaire, de commettre diverses infractions. Je vois que vous avez eu quand même précédemment des peines d'emprisonnement, ne serait-ce qu'en 2000, condamné à 1 an d'emprisonnement. Votre femme avait déjà ces problèmes de santé. Hein? Et je ne veux pas passer l'été dedans, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, j'ai envie de passer l'été, j'ai passé des années dedans, monsieur le procureur, il n'y a pas de problème. Si vous avez un bon comportement en prison... Mais je connais le comportement, comment je veux dire, en début août, vous êtes dehors, quoi. Moi, j'ai même pas envie de faire juillet en prison. Je vais aller en prison. On ne choisit pas les cellules au soleil ou les cellules à l'ombre, on ne choisit pas les... Non, mais vous pouvez me le demander, mais je vous réponds tout de suite. L'exécution des peines ne se détermine pas en fonction de la température ambiante ou de l'ensoleillement des prisons. Que vous ne vouliez pas aller en prison, je le conçois tout à fait. Mais ça ne crée pas une situation qui justifie de reculer plus longtemps l'exécution de cette peine. Ali va donc devoir purger sa peine. Il sera incarcéré 2 mois à la prison des Baumettes. Vous pouvez téléphoner à votre femme ou à qui vous voulez. Allô? Ça va? Ouais, j'ai vu le procureur, là, je suis dans son bureau, il peut m'envoyer en prison. Il ne cherche pas à comprendre, tu as compris? Ouais, va t'amuser avec les enfants. Ouais, il n'y a rien à savoir. Je fais pas de soucis, hein. Allez, c'est comme ça le système. Voilà, monsieur. Au revoir. En France, chaque année, 37 000 personnes condamnées à une peine de prison ferme ne vont pas en détention. Ils ne se rendent même pas à leur procès. Il y aurait ainsi plus de 37% de personnes condamnées qui éviteraient la prison. L'État n'est plus crédible. À partir du moment où une décision est prise, elle doit être exécutée. Si elle n'est pas exécutée, que vont penser nos concitoyens? Que vont penser les victimes? Et j'irai même plus loin, que va penser le délinquant qui a été condamné? Vous savez, beaucoup de délinquants vivent dans une espèce de toute-puissance. Ils ont l'impression qu'ils ne se feront jamais arrêter, qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent se permettre de violer les lois de la République. Si vous les jugez et qu'ils ne payent pas l'amende, ou qu'ils ne vont pas en prison alors qu'ils ont été condamnés à une peine de prison, ils vont voir confirmer en fait leurs sentiments, c'est-à-dire que l'État est inefficace, qu'ils peuvent tout faire. Nouvelle affaire pour la brigade des fugitifs. Ils viennent frapper à la porte de Stéphane. Allez, on ouvre là, c'est la police. Condamné à 4 mois de prison pour délit de fuite et infraction au code de la route. Les policiers l'ont localisé chez ses parents. Attention. Oui, c'est la police. Qui c'est? Madame, ça fait 1 heure qu'on tape là. Voilà. C'est vous qu'on voulait voir. C'est vous qu'on voulait voir, on va vous expliquer ce qu'il y a, il n'y a rien de... Les parents sont en colère, ils disent ne pas savoir que leur fils devait se présenter devant un tribunal. Le procureur, voilà, très bien. On se calme, madame. On est calme, on est poli. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Vous occupez de la dame? Allez, on va savoir, vas-y. On va lui expliquer à votre fils. C'est bon. Allez, c'est bon, c'est clair. Qui c'est qui a signé ça? Ça, c'est pas ma signature.
Alors c'est qui alors? C'est pas ton père? C'est pas le voisin carrément. Qui c'est? C'est le tête. Les parents avouent avoir reçu la convocation au tribunal. C'est même le père qui l'aurait signé. Vous connaissez votre signature là? Ça c'est moi, c'est vrai. Ah ben voilà. Et vous l'avez pas informé votre fils? Après vous dites qu'on vous a pas écrit, vous voyez comme vous avez écrit monsieur. Voyez monsieur, hein? Vous avez pas me signé pour lui. Vous avez signé pour lui, ne dites pas qu'on vous a pas écrit. Bon. Enfin bref, bon. Allez, c'est pas grave. Mais les parents ne lisent pas et ne parlent pas le français. Le jeune homme est emmené par les hommes de la brigade à l'hôtel de police. C'est nous qu'on est dans notre droit et pas toi dans le tien, on est bien d'accord? Voilà, et celui qui a fait le con, c'est toi, c'est pas nous. Tu es bien d'accord aussi? Qu'on sache bien de qui on parle là? Parce que tout à l'heure, tu vas me faire douter. Je suis en train de regarder mon collègue, savoir si on ne fait pas une erreur judiciaire. J'ai pas reçu de courrier, moi j'ai pas lu de courrier qui me dit. Non, moi j'ai pas reçu moi. Stéphane continue de dire qu'il n'est au courant de rien. S'il dit vrai, le jugement sera annulé et il évitera la prison. Mais je te crois, je suis convaincu. La seule chose que vous savez, c'est une lettre recommandée. C'est vrai. D'accord, chef. Mais moi, je l'ai jamais reçue la lettre recommandée, je l'ai pas lue. Elle est même pas arrivée chez moi. C'est juste le recommandé que vous avez là. Bon, écoute, on va tout dire tout ça au procureur. Ben voilà, moi je vais lui dire, je vais parler avec le procureur, c'est pas un problème. Arrivé au poste de police, les agents veulent être sûrs que c'est bien son père qui a signé la convocation du tribunal. Tu vas faire 6 signatures. Ma signature à moi. Ta signature. Voilà, sur ta carte d'identité. La comparaison est claire, c'est le père qui a signé la convocation du tribunal. Stéphane n'était donc peut-être pas au courant. Et donc pour une simple signature, finalement, ça annule tout? Ça annule tout. Toute la procédure. Voilà. Ça annule toute... ça annule son jugement en définitive, va être rejugé, il va pouvoir reformuler opposition. Voilà. Malgré le fait qu'il ait déjà été condamné? Malgré le fait qu'il ait été condamné, parce qu'il n'a pas eu connaissance. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit. Je n'étais pas au courant que j'avais été jugé, donc ça va redevenir un simple défaut, donc, où il n'était pas présent à la barre. Je vais appeler le parquet. La condamnation est annulée. Stéphane n'ira donc pas en prison. Il sera rejugé. C'est une convocation, c'est officiel. Hein. Vous en recevrez pas d'autres à la maison. Hein. Donc allez-y, un conseil. Hein. D'accord? Voilà, vous êtes libre. Merci. La sortie, c'est par là. Rien qu'à Marseille, chaque année, plusieurs centaines de condamnés à des peines de prison ne sont pas incarcérés. Leur nom est consigné dans un ordinateur. Tous les renseignements entrent sur l'ordinateur national des personnes recherchées. Mais il faut vraiment que le bonhomme soit interpellé sur un contrôle de police ou sur une intervention particulière pour qu'on puisse le récupérer. Parce qu'une fois qu'il est inscrit à l'ordinateur, c'est un peu les oubliettes l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de se planquer que de répondre aux convocations de justice. Les hommes de la brigade des mandats et recherches de Marseille rattrapent tout de même chaque semaine plusieurs fugitifs. Comme cet homme à gauche de l'écran. Il y a 4 mois, il a provoqué un accident. Interpellé par les policiers, il a réussi à prendre la fuite. Refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Je me suis pris une amende, j'ai eu le défaut de permis. Et tu es parti tranquillement. Voilà, je suis parti. J'ai jamais pu régler les amendes. Ça s'arrête là. Mais jamais eu de refus d'obtempérer. Jamais. Donc tu te sens pas concerné par ce Je me sens pas concerné par cette affaire. Mon collègue est en train de faire des recherches pour voir si ce jour-là tu as été interpellé, si signalisé, on va faire les comparatifs. Et si c'est pas toi, tu partiras. Il faut aller à... Les policiers vont vérifier leurs informations dans les fichiers. Tu réfléchis bien à ce que tu vas dire. La photo, c'est ta tête, et les empreintes, c'est les tiennes. D'accord? À la date des faits. Et tu me dis que c'est pas toi. Alors réfléchis bien. J'ai refusé de t'arrêter, refus d'obtempérer, et en plus, il y a eu un accident, et il y a eu un gars qui a été blessé. Au moment de l'accident. Tu te rappelles? Non, c'est pas toi. Ça fait au moment des faits, au moment de l'infraction. Ah, ils ont fait les photos? Ouais, c'est ta photo. Alors tu me dis que c'est pas toi? C'est en voiture ou en moto? Je vais mettre les explications. La boîte à carton ou bouteille en verre. C'est sûr qu'on a joué. Non, attends, je vais vous expliquer un cas. Déconnez, jeune. Mais je déconne pas, attendez, je vous parle sérieux. Tu vas tout nous sortir au compte-gouttes. C'est toi ou pas? C'est toi. C'est toi ou pas? Ça, voilà. Attendez, voilà, c'est toi. Mais vous dites voiture. Voilà, qu'est-ce que tu veux, les doigts, les empreintes et les machins? C'est toi ou c'est pas toi? Il n'y a pas de vous me dites. T'as fait une faute. T'es condamné. Ça, c'est moi. Bon, alors qu'est-ce que tu nous fais monter dans les fichiers, les empreintes et tout ça? Il n'y a pas de vous me dites.
Vous me dites la date, nous. La date, ça veut rien Voilà, dire. la date, ça veut pas rien dire. Vous me dites les faits, Attends, moto. maintenant tu écrases, tu la fermes, d'accord? Alors, Tu payes ou pas? Ouais, je la paye, mais qu'est-ce que... Allez, sors les sous. Oui, j'ai pas de sous, là. Alors sors les sous, démerde-toi, sinon tu montes en prison. Pourquoi je vais mettre en prison? Ça suffit maintenant, on en a marre. Il a combien? 50 jours à faire? Non, mais il montera, après il montera là-haut, si jamais il y a quelqu'un qui veut payer pour lui. Quelqu'un ira payer quand tu seras à la maison d'arrêt, ils iront te donner les sous et ils te feront sortir. Tu es quand même gonflé de venir jusqu'à l'évêché, de venir nous faire avaler des saucisses comme ça. Tu nous prends vraiment pour des... Non mais rassure-nous, on a des têtes de dégénérés. Depuis le début, moi, je te dis, réfléchis Jeanne, tu vas te faire briser. Tu vas voir, je l'ai dit. Maintenant, j'ai vu, c'est tout. Tu vas voir, regarde ta tête, face et profil, le même jour que tu t'es fait interpeller. C'est pas moi, c'est une collègue. Justement, regardez. Si j'ai déjà des preuves que je veux rouler là... Tu sais ce que tu peux faire encore? Je vais te donner une dernière combine. Tu dis qu'il y en a un qui t'a fauché ta trouille chez tes doigts. Comme ça, elle sera encore mieux. Arrête de déconner. Je déconne pas, je dis la vérité. Maintenant tu te tais, tu baisses les yeux, d'accord? Comment je Parce qu'il n'y a plus besoin de parler avec toi. Pourquoi il fallait que je Allez, maintenant tu te tais. Je me tais, mais je te tais. Le jeune homme sera incarcéré le soir même. Mais pour la brigade des mandats et recherches, le travail n'est pas près de manquer. Les dossiers en attente s'entassent et bon nombre de fugitifs courent toujours. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, notre enquête sur un crime sans cadavre. L'affaire Pichon. Où est le corps de Robert Pichon et pourquoi est-il mort? J'ai envie de crier, là c'est papa, je dis c'est où es-tu? Dans le village, on craint de ne jamais le revoir. Moi je vous dis qu'il est mort. J'en suis sûr. Stéphane Bourgoin, le spécialiste français des tueurs en série, suit le procès Fourniret. Ses analyses l'amènent sur de nouvelles pistes et peut-être de nouvelles victimes du tueur en série. Cette lettre de Michel Fourniret peut-être révéler un certain nombre de faits méconnus, notamment la spoliation, voire le meurtre éventuel de personnes âgées. Ces révélations la semaine prochaine.